On présente souvent la CIA comme une organisation omnisciente qui voit tout, sait tout et qui est partout en même temps. On dit que c'est une machine bien huilée, qui a de l'influence partout dans le monde. En fait, selon plusieurs commentaires YouTube, c'est même la CIA qui finance 7 jours sur Terre. Disons que si c'est vrai, on attend encore le chèque. C'est impossible de nier que la CIA a une influence considérable sur les affaires internationales, mais paradoxalement, il y a un pays en particulier où la CIA et les renseignements occidentaux sont pratiquement aveugles, et c'est en Chine. Ça peut avoir l'air contre-intuitif à un moment où l'affrontement géopolitique entre Pékin et Washington prend des dimensions de plus en plus importantes. On pourrait s'attendre de la CIA qu'elle soit en surchauffe et que la Chine soit son terrain de jeu favori. Mais pourtant, c'est tout le contraire. En réalité, les réseaux étrangers d'espionnage et de renseignement ont été décapités par les opérations chinoises de contre-espionnage au cours des 10 dernières années. Les espions et les informateurs étrangers ont presque tous été découverts et neutralisés, les uns après les autres. Et en conséquence, la Chine est plus opaque que jamais. Pour vous donner une idée, lorsque Joe Biden a ordonné aux espions américains de produire un nouveau rapport sur le laboratoire de Wuhan, certains experts et des agents à la retraite ont même été jusqu'à aborder publiquement l'éléphant dans la pièce. Quels espions! Les réseaux américains d'espionnage sont pratiquement inopérants sur le territoire chinois. Washington est aveugle. En fait, pas plus tard qu'au début du mois, l'ancien chef de l'unité d'armes de destruction massive de la CIA disait que le laboratoire de Wuhan était un exemple parfait de l'énorme retard accumulé par les services de renseignement. Selon lui, l'Institut de virologie aurait dû être une cible d'espionnage prioritaire depuis des années. Sa citation: « Nous aurions dû avoir Wuhan sous écoute de 6 manières à partir de dimanche. Pourtant, 18 mois plus tard, nous essayons encore de comprendre ce qui s'est passé. » Fin de la citation. Bref, c'est une véritable catastrophe de renseignement puisqu'il faut des années pour développer un réseau solide dans un pays comme la Chine. Et là, je vous entends déjà poser la question: comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que la CIA a pu être ridiculisée de la sorte? Pour bien comprendre, il faut revenir au début des années 2010. À ce moment-là, la Chine est réellement à la croisée des chemins. Sur le plan économique, elle semble partie pour la gloire. Des millions de personnes sont sorties de la pauvreté chaque année et le pays s'industrialise à une vitesse extraordinaire. Toutefois, sur le plan politique, les choses sont beaucoup plus inquiétantes. La corruption est systématique. Pour obtenir une promotion ou monter dans la hiérarchie, il suffit de payer des pots de vin généreux aux bonnes personnes. Ce que ça veut dire, c'est que la Chine est infiltrée de partout par les puissances étrangères, notamment par les États-Unis, qui ne gênent pas pour placer leurs protégés à des postes d'influence, autant dans le secteur privé qu'à l'intérieur du gouvernement. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de payer les frais de promotion pour placer n'importe qui à virtuellement n'importe quel poste. C'est carrément une enchère pour le plus offrant et c'est seulement autour de 2010 que la Chine commence à réaliser l'étendue de l'infiltration étrangère sur son territoire. Les espions, les agents doubles, les informateurs et les traîtres sont partout. La Chine découvre que la CIA a pénétré les plus hautes instances du gouvernement, comme l'armée, le service de renseignement, ainsi que le Parti communiste lui-même. Pour l'élite chinoise, ça a l'effet d'une claque au visage. Certains voient le problème comme une menace géopolitique existentielle. Il faut absolument agir, et maintenant. Dans les mois qui suivent, le ministère de la Sécurité d'État est professionnalisé et la Chine se dote d'un programme hautement sophistiqué de surveillance des voyages. Tous les vols et tous les passagers sont désormais suivis à la trace dans une base de données. La CIA ne le sait pas encore, mais la fête vient de se terminer. La Chine redouble d'efforts pour débusquer les espions étrangers. Entre 2010 et 2012, elle assassine des dizaines d'agents secrets américains opérant sur son territoire. C'est rien de moins qu'une élimination systématique. En quelques mois, le réseau de la CIA est presque entièrement démantelé. Dans une entrevue avec le magazine Foreign Policy, un représentant des États-Unis résume très bien les choses. When things started going bad, they went bad fast. C'est une débâcle incroyable, un coup dur pour la CIA et au début, les Américains peinent à comprendre ce qui se passe.
Les assassinats sont tellement ciblés et ils ont lieu à des intervalles tellement rapprochés qu'il n'y a aucun doute que la Chine sait exactement qui collabore avec Washington. Mais comment c'est possible? On apprendra seulement beaucoup plus tard que les services de renseignement chinois avaient réussi à décrypter un système secret de communication de la CIA avec ses agents et ses sources dans le pays, en plus d'avoir un agent double à l'intérieur de la CIA. C'est le cauchemar de n'importe quelle agence d'espionnage. Virtuellement, tous les agents ont été compromis. Il faut reconstruire un réseau à partir de zéro. Heureusement, il reste toujours une porte d'entrée pour la CIA, et c'est la corruption rampante qui gangrène le Parti communiste. En 2012, Hu Jintao, qui est alors président de la Chine, déclare publiquement que la corruption des élites est un cancer qui risque d'entraîner la chute du Parti communiste et de l'État chinois. Combating corruption and promoting political integrity is a major political issue, he says. If we fail to handle it, it could prove fatal to the party, cause the collapse of the party and the fall of the state. D'une manière, son avertissement était annonciateur des événements à venir. En 2013, Hu Jintao est remplacé par un certain Xi Jinping, un nationaliste convaincu qui veut tenir tête aux puissances étrangères et redonner à la Chine sa place de leader sur l'échiquier mondial. Pour lui, la fête a assez duré. Xi Jinping se met au travail. Il organise une gigantesque purge anti-corruption à travers l'État chinois, mais aussi à l'intérieur du Parti communiste. La purge est de proportions historiques. Elle dure des mois et des centaines de milliers de personnes sont arrêtées. Les fonctionnaires, politiciens, espions, tout le monde y pense. Lorsque la poussière retombe enfin, on constate que les adversaires politiques de Xi ont presque tous été purgés, comme par hasard. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a désormais les deux mains sur le volant, et dans les mois qui suivent, il lance un grand chantier au sein de l'État chinois pour moderniser les agences de renseignement ainsi que les services de contre-espionnage. Pour Xi Jinping, la corruption et l'infiltration sont intimement liées. Si on veut régler le problème de la corruption, il faut d'abord régler celui de l'espionnage. Et pour empêcher les Américains de reconstruire leur réseau d'informateurs, il faut être partout et tout savoir. La meilleure défensive, c'est l'offensive. La Chine se met à déployer des agents un peu partout à travers le monde et à augmenter son empreinte en Afrique et au Moyen-Orient. Pour la CIA, c'est une opportunité en or, puisqu'il est impossible d'entrer en Chine directement, aussi bien essayer de convertir un de ses agents à l'étranger. Ce serait un coup de circuit. Mais encore une fois, on dirait que Pékin a toujours deux coups en avance. Assez rapidement, le renseignement américain constate quelque chose de curieux. À chaque fois que ces agents secrets s'envolent pour l'Afrique ou l'Europe sur des opérations sensibles, ils sont identifiés et suivis par des agents chinois. Parfois, ils sont attendus directement à l'aéroport, avant même de traverser les douanes. Les Américains ne comprennent pas comment c'est possible. Ils ne savent pas encore. Mais la Chine a mis la main sur une base de données absolument cruciale à travers une cyberattaque majeure contre le US Office of Personnel Management. Les données personnelles de plus de 21 millions de fonctionnaires américains, de candidats à l'emploi, ainsi que de leurs familles, ont été volées par le renseignement chinois. Normalement, les données récoltées seraient relativement futiles, mais en utilisant des analystes, des ordinateurs puissants et beaucoup de patience, la Chine a réussi à identifier des parcours professionnels susceptibles de mener à une carrière d'agent secret au sein du renseignement américain. Et juste comme ça, bingo! Vous avez une liste complète de tous les agents potentiels. Il suffit ensuite de combiner ça aux informations volées aux compagnies aériennes et vous pouvez suivre les espions américains partout à travers le monde. Échec et mat. On réalise le potentiel stratégique du big data, soit de récolter des quantités massives de données personnelles, autant par des moyens légaux que clandestins. En croisant plusieurs bases de données, il est possible de relever des tendances et de débusquer des informations qui seraient normalement passées inaperçues. Prenez la cyberattaque contre l'agence de crédit Equifax, par exemple. La Chine a volé les dossiers de 147 millions d'Américains, incluant les numéros de sécurité sociale, les adresses, les informations de crédit, comme le salaire ou les dettes.
Non seulement ça peut servir à du chantage ou à de l'intimidation pour recruter des sources à l'intérieur des États-Unis, mais encore plus que ça, il suffit de comparer avec les données de l'Office of Personnel Management pour voir quels employés du gouvernement ont un salaire curieusement élevé ou encore un train de vie incompatible avec leur salaire officiel, ce qui indique une potentielle collaboration avec la CIA. Quand on a assez de données, on peut reconstruire à peu près n'importe quel casse-tête. Et ça, la Chine l'a très bien compris. En 2017, elle a adopté une nouvelle loi sur le contre-espionnage et la sécurité nationale qui, en gros, force les entreprises opérant sur son territoire à collaborer avec le gouvernement sur les questions de sécurité. C'est un peu la version chinoise du Patriot Act, mais en plus invasif, puisqu'elle peut obliger les entreprises à traiter des données pour le compte du gouvernement. Autrement dit, c'est comme si la CIA ou la NSA collectait une quantité massive de données sur des cibles chinoises, qu'elle allait voir Facebook et qu'elle disait « Je veux avoir un dossier lundi sur mon bureau ». Les entreprises n'ont pas d'autre choix que de mettre leurs ressources, leurs ingénieurs ou même leurs infrastructures au service de la récolte des données pour le compte du renseignement chinois. Ça permet à la Chine de traiter et d'analyser des données très rapidement de façon à trouver les renseignements de valeur. Quand on comprend cette réalité, on réalise que Washington était loin d'être paranoïaque lorsqu'elle s'est mise à bannir les applications basées en Chine, comme TikTok par exemple. Il est absolument vrai que les géants comme Huawei, ByteDance ou Tencent agissent comme des extensions du renseignement chinois et tout indique que TikTok a contribué à l'amélioration des systèmes de reconnaissance faciale du Parti communiste. Certains craignent que ces systèmes servent dans le développement de nouvelles armes autonomes. Puisque la population chinoise est particulièrement homogène, TikTok aurait fourni des données biométriques essentielles permettant de mettre au point une meilleure reconnaissance faciale vis-à-vis de l'audience nord-américaine. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, TikTok a dû payer 92 millions de dollars pour régler hors cours une poursuite l'accusant d'envoyer en Chine des données biométriques. Ça peut avoir l'air extrême, mais l'objectif est relativement simple. La Chine veut construire une base de données mondiale pour l'utiliser à des fins de guerre hybride. Selon un rapport choc publié par un groupe international de journalistes, cette base de données constituée par la firme Zhenhua comprendrait déjà plus de 2,4 millions de dossiers. Il est question de journalistes, de politiciens, de scientifiques et d'autres individus en position d'influence dont on a rassemblé toutes les données numériques à des fins de contre-espionnage et d'intimidation. Bien sûr, les États-Unis ont exactement le même genre de liste, mais ils n'ont pas développé les capacités que la Chine possède en matière de traitement et la nature des démocraties libérales les rend particulièrement vulnérables à la collecte d'informations. La réalité, c'est qu'au cours des 10 dernières années, dans la guerre moderne d'espionnage et de contre-espionnage que se livrent la Chine et les États-Unis, les rôles se sont inversés. Washington est aujourd'hui sur la défensive. Un bouleversement majeur dans la relation entre les deux pays et ça s'applique aussi à tous les autres États occidentaux qui, un après les autres, se brisent les dents sur le contre-espionnage chinois. Au Canada, on pourrait évoquer l'éléphant dans la pièce, la détention de Michael Spavor et de Michael Kovrig. On peut faire comme si tout ça n'était seulement qu'un gros malentendu, et bien sûr, le Canada nie en bloc les accusations d'espionnage. Il est tout à fait possible que c'était bel et bien des espions canadiens, puisque la règle numéro 1 de l'espionnage, c'est justement de nier quand tu te fais prendre. Aucun gouvernement sérieux ne reconnaîtrait qu'un espion était bel et bien un espion. Quand on connaît les difficultés des Américains à infiltrer la Chine et qu'on considère que le Canada fait partie des Five Eyes, il serait absolument possible que les agents canadiens servent régulièrement de proxy au renseignement américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est extrêmement difficile pour les États-Unis d'infiltrer un agent. D'abord, il faut un mandarin parfait, ce qui exige au moins 2 à 3 ans d'école de langue. Ensuite, même une fois en Chine, il peut se passer des années avant qu'un agent soit en mesure de construire un réseau solide qui produit des renseignements utiles. Et ça, c'est sans parler des risques. La Chine déploie des efforts sans relâche pour traquer les espions.
En fait, elle est connue pour avoir tué un informateur directement devant ses collègues, simplement pour envoyer un message. La Chine ne joue plus en deuxième place. C'est désormais l'Occident qui doit faire du rattrapage et l'écart se creuse de plus en plus. C'est probablement un des enjeux les plus captivants qu'on a eu la chance de traiter. Presque à toutes les semaines, un nouveau développement s'ajoute et expose la guerre furtive ayant lieu dans les coulisses entre Pékin et Washington. Dans la culture populaire, la CIA est au sommet du monde et tous les autres tentent de l'imiter. Mais aujourd'hui, elle est ridiculisée à son propre jeu. Sa filiale chinoise est décapitée et elle est virtuellement aveugle dans un pays de 1,4 milliard d'habitants. L'espionnage n'existe pas seulement que dans les films, c'est un phénomène bien réel qui a souvent bousculé l'équilibre de la force. Il ne faut surtout pas négliger la portée de ce qui est en train de se produire. C'était Benjamin Tremblay, et 7 jours sur Terre, à la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine, où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.